merci d'être avec nous. Alors, Avec plaisir. le grand patron a effleuré certaines informations. On est sur un événement business. On sait que déjà Pas que de c'est souci. un podcast qui est rentable, Tout à fait. ce qui n'est pas rien pour un podcast natif, hein. On sait qu'aujourd'hui, le modèle économique, il est encore en train de se trouver avec, on voit des acteurs qui travaillent beaucoup pour cette modélisation et pour la pérennisation de ces formats de digital. D'abord, Jean-Guillaume, on va revenir finalement sur les couleurs de l'heure du monde. En préparant cet entretien, j'ai été assez surpris de l'histoire de la création de l'heure du monde. Ça s'est fait grâce au Covid, en fait. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors ça s'est un peu fait grâce au Covid. Disons que ça faisait un moment, au moment où le Covid a éclaté, que l'entreprise était en discussion plus ou moins avancée avec Spotify, comme Louis l'a expliqué avant, qui nous a permis ensuite de pouvoir développer ce projet. Il se trouve qu'au moment où ces négociations sont plus ou moins en cours, à la moitié à peu près, le Covid éclate, tout le monde est confiné. Si vous voulez, moi j'appelle à ce moment-là Jérôme Fenoglio et Alexis Delcambre à la direction de la rédaction et je leur dis en fait c'est pas possible alors qu'on vit sans doute une actualité qui est cruciale pour les années qui viennent, d'attendre, on va dire, que le contrat et les négociations arrivent à leur terme. Et donc on s'est lancé en mode, pour le coup, complètement projet, complètement confiné aussi. Et on a lancé un proto-heure du monde qui s'appelait Pandémie. Qu'on a lancé donc un peu en multiplateforme pour essayer, qu'on a entièrement fait. Voilà, je suis allé avec mon vélo à Auguste Blanqui à l'époque, qui était l'ancien siège, récupérer un micro avec ma carte de presse si je croisais des autorités sur le chemin. Je me suis trimballé ça chez moi et on a fait ça, voilà, vraiment de manière complètement improvisée, mais ça nous a permis, si vous voulez, à travers ce podcast qui était dédié au Covid, hein, comme le nom l'indique, de s'acclimater avec ce format où en fait je vais interroger des experts de la rédaction et Dieu sait si à l'époque le public avait besoin d'explications sur ce virus dont on ne connaissait pas grand chose. Donc l'heure du monde est créée. Alors on a tous en tête, pour ceux qui écoutent du podcast depuis longtemps, le Daily du New York Times. C'est votre modèle absolu, ça, le Daily? Alors, je crois qu'ils emploient 20-25 personnes. C'est devenu quasiment un média, un grand média à part entière, un grand média américain à part entière. C'est votre modèle? Tout à fait. Sur les 20-25 personnes, j'en ai parlé à Louis, bizarrement ça n'a pas fonctionné, mais... Oui, il parle en anglais, hein, voilà. Non, mais ce serait mentir que de dire que, évidemment, au moment où on crée l'heure du monde, bien sûr, tout le monde a en tête le daily. Pas forcément pour faire un copier-coller, parce qu'ensuite on a trouvé un peu notre voix. Moi, je vous avoue, j'écoute aussi d'autres podcasts anglo-saxons d'actualité, j'écoute pas forcément de daily tout le temps. Donc c'est pas un modèle absolu en termes de forme. En termes de monétisation, je crois quand même. Sans doute. Mais par contre, ce qui est aussi clair, c'est que le New York Times, il nous ressemble beaucoup en termes d'atouts. C'est-à-dire que c'est une grande rédaction américaine qui a énormément de journalistes experts en la matière. Et en fait, le podcast permet, dans un nouveau format, qui va effectivement, comme Louis l'expliquait, parler à de nouvelles générations, peut-être la génération du dessus, hein, celle d'après Snapchat, celle d'après Snapchat, TikTok, c'est-à-dire plutôt les 25-34, quoi. Ceux qui commencent vraiment à s'intéresser à l'actu. Voilà. Et ça permet, si vous voulez, ce format podcast de valoriser cette expertise-là. Tous les jours, on a Ariane Chemin qui vient expliquer son enquête. Et ça permet... Et ça, si vous voulez, évidemment que c'était inspirant de voir ce que faisait le Daily, parce que ça nous ressemblait terriblement. Et on se disait, il y a quelque chose clairement à faire avec tous les journalistes qu'on a. La question, c'est de se dire, Le Monde, c'est une grande rédaction qui existe depuis 80 ans, 90 ans maintenant. J'ai plus la date en tête. Vous avez fait 80 44. ans, vous avez fêté 44. vos 80 ans. Fêtez vos 80 ans. Comment on traduit en audio quelque chose d'écrit et de papier? C'est-à-dire comment on arrive à rendre ça sonore, que ce soit dans le ton, le format, mais aussi en même temps, et c'est une double question, comment ne pas paraphraser le papier?
C'est une bonne question. Alors déjà, en fait, on va faire un travail préalable avec le rubricard, la rubricarde, dans ce qu'on appelle classiquement là, une pré-interview. Avant de passer en studio, on repose, si vous voulez, le papier à plat avec le journaliste. Il se trouve que beaucoup de nos journalistes aussi, à la base pour des raisons purement pratiques, hein, pour avoir le verbatim de la bonne citation, enregistrent aussi les entretiens qu'ils ont avec le dictaphone de leur téléphone. Donc déjà, on recueille tout ça. Est-ce que tu as recueilli de la matière sonore à partir de tes entretiens? Des fois, on arrive en amont du papier, et ça, c'est génial. C'est-à-dire, si on repère, par exemple, que Faustine Vincent va se rendre en Géorgie pour couvrir les manifestations, est-ce que tu pourrais, pendant les manifs, appuyer sur le dictaphone de ton téléphone et juste prendre un petit peu d'ambiance de la manifestation? Donc il y a un peu de coaching. Il y a un peu de coaching. Il y a du coaching. Alors il y a du coaching un peu vocal aussi, puisqu'on n'est pas en direct, on refait plusieurs fois les prises, on travaille ensemble sur l'écriture, c'est-à-dire que dans notre manière de fonctionner, on discute en pré-entretien et ensuite on va faire un conducteur, un script si vous voulez, pour que la conversation elle se tienne d'un point de vue oral, elle ait une direction, elle parte d'un point et elle aboutit à un point B. C'est pas un peu à bâton rompu où ça peut partir des fois dans tous les sens. Des fois le rubricard part tout seul dans tous les sens et à ce moment-là on essaie aussi de le rattraper en disant attends, là tu me racontes ça on l'avait prévu pour la fin, j'aimerais que tu restes concentré sur ça et ensuite on abordera ce point-là. Donc il y a du coaching évidemment dans la manière d'expliquer les choses. Un des principes du journalisme, c'est l'angle, hein, c'est-à-dire on ne peut pas tout traiter dans tout. Absolument. Quand on fait du podcast, on doit encore plus angler, l'angle il est encore plus serré, c'est ça hein Il y a un journaliste du Monde qui fait 2 pages, par exemple. Quand on veut en faire un épisode, là, on est obligé de faire des choix d'angle. Ben, je pense oui et non. C'est-à-dire que dans un épisode de 20 minutes, on peut dire beaucoup de choses aussi. Hein, cela dit, et je pense que c'est ça qui fait la qualité aussi de l'heure du Monde. C'est quand vous écoutez un épisode de 20 minutes sur un peu n'importe quoi, sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi ou ce genre de choses. À la fin, vous sortez de cet épisode-là, vous avez compris à peu près les tenants et les aboutissants de cette affaire-là. Par contre, c'est vrai aussi que nos rubricards sont des hyper spécialistes et que des fois, dans ce coaching que vous décrivez, ils ont un peu tendance à mettre toutes les informations sur un même degré d'importance. Ah ouais, il faut raconter ça parce que c'est aussi hyper important. Ah ouais, il faut raconter ça parce que c'est... Et nous, c'est vrai que notre travail, c'est effectivement de les pousser à une forme de synthèse en disant oui, ça c'est important, mais c'est peut-être pas si crucial que ça, et à arriver en fait à trouver le bon équilibre, si vous voulez, entre l'expertise et la synthèse explicative. Comment on choisit le sujet On sait que l'actualité, elle est quand même assez anxiogène. Hein. On voit bien au quotidien, il suffit de lire Le Monde là-dessus. Comment on choisit le sujet du jour? Il y a un sujet par jour, hein, on le rappelle, qui est mis en ligne. Comment on arrive à le sélectionner, tout en, j'imagine, puisqu'on se dit que l'auditeur du podcast, il n'a peut-être pas envie d'écouter 20 minutes de l'heure du Monde et d'être démoralisé totalement. Mais en même temps, vous n'êtes pas là pour faire du divertissement. Comment on arrive à allier tout ça? C'est un subtil équilibre parce que le lecteur du Monde est aussi paradoxal et tout comme on l'est tous, j'imagine. C'est-à-dire qu'on se dit tous qu'on est un peu démoralisé par l'actu et qu'on aimerait bien lire autre chose. Et puis en même temps, dès qu'on a une notification sur quelque chose de majeur, Donald Trump qui démantèle l'État fédéral, etc., on va sauter sur l'article pour pouvoir être au courant de ce qui se passe. Donc tout l'enjeu, si vous voulez, c'est bien sûr d'informer les gens de manière... Déjà, je pense que la forme du podcast en elle-même permet un peu de tranquilliser les choses. On n'est pas sur un rythme roulant d'informations avec 25 infos par demi-heure. On prend le temps, en 20 minutes, de manière assez posée dans le ton et dans la manière d'aborder les choses, de dérouler un sujet tranquillement. C'est quoi le sujet du jour, par exemple, là Alors, le sujet du jour, là, on était... vous me posez... un sujet d'hier, par exemple alors, c'est vraiment le trou bête là parce que parce qu'en fait, par exemple, si vous voulez, là, on a fait David Lynch la semaine dernière auquel on était un peu en retard, mais on s'était dit que ça, donc on peut faire des sujets culturels qui peuvent bien. Il y a ce qu'on appelle du marbre aussi, c'est-à-dire que le sujet du jour, voilà, ça m'est arrivé. C'est évidemment quand on pose les questions les plus évidentes comme ça, on the spot, qu'on trouve pas la réponse. C'est sûr. Pourquoi le marché de l'automobile est au ralenti en Europe? Voilà. Donc c'est pas forcément du sujet très. C'est pas forcément du super hard news tout le temps. Et en fait, tout l'enjeu, c'est d'arriver à trouver l'équilibre entre Trump,
qui sera le sujet du lendemain, sur, en gros, et par ailleurs avec un angle un peu coulisse, c'est-à-dire comment, en tant que journaliste, on arrive à trier la masse d'informations que l'administration Trump envoie au quotidien. L'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre entre les informations qui, certes, vont avoir un caractère anxiogène, mais qui sont cruciales pour comprendre le monde, et aussi des propositions comme, voilà, on revient sur la carrière de Lynch, on fait un truc plus éco. Là, pour la fin de semaine, on va avoir un sujet sur Violette d'Orange et le Vendée Globe, où du coup, on a vraiment des entretiens avec elle sur place, etc., avec quelque chose qui, voilà, qui est peut-être moins... Voilà, si vous voulez, c'est un subtil équilibre et une ligne de crête, on va dire, à trouver, qu'on essaye de trouver au quotidien. On voit l'intelligence artificielle, ça crée un nouveau défi dans la confiance dans les médias, puisque on l'a vu avec le président de la République, il a posté des vidéos de lui qui étaient traficotées à l'IA. Alors on peut dire qu'en audio, il paraît que c'est le média de la confiance, un peu plus, mais on peut trafiquer des choses. En tout cas, on n'a pas ces défis autour de l'image, on va dire. Cette confiance dans les médias, c'est vraiment un enjeu majeur. Vous allez chercher aussi avec le podcast une nouvelle audience, c'est-à-dire c'est plutôt des moins de 35 ans, on va dire, qui eux peut-être aussi soit peuvent être un peu crédules ou en tout cas parfois n'ont plus forcément confiance dans les médias. Comment justement l'heure du monde arrive à justement aller aussi toucher l'auditeur dans ce problème de confiance qu'il peut avoir dans les médias? Alors, il y a deux choses. Déjà, je ne suis pas certain, moi, mis à part sur des produits très spécifiques qu'on a d'ailleurs sur notre application, comme par exemple la lecture d'articles déjà existants par une voix de synthèse, parce que c'est plus pratique de consulter un article lu par une voix. Je ne suis pas certain, si vous voulez, pour en avoir aussi parlé dans le cadre du festival Longueur d'onde avec Laurent Frisch qui travaille sur ça à Radio France, que les IA vont transformer les voix, en fait. Notamment parce qu'en fait, je pense que l'auditeur a besoin de savoir que c'est Fabienne Synthèse qui est en train de lui parler, que c'est pas une machine, et que ça, le fait de savoir que en fait c'est un être humain qui a reçu l'information, qui la trie et qui derrière va la communiquer à l'auditeur, déjà ça fait partie effectivement de ce lien de confiance là. La voix, je trouve, ça fonctionne aussi extrêmement bien pour faire entendre une personnalité et les gens qui travaillent au monde. En ça, effectivement, par rapport à ce que vous dites sur la confiance, c'est hyper intéressant. Parce que quand vous allez entendre Ariane Chemin, par exemple, qui nous raconte une enquête et qui va expliquer aussi ce qu'elle ne fait pas forcément dans le papier, parce que ce n'est pas trop la place dans un papier, comment elle a procédé. Ah ben alors... le mercredi 15 janvier, Jean-Guillaume, je reçois un mail dans ma boîte qui me dit ceci. Alors là, moi, je vais aller le vérifier. Donc j'appelle machin, qui me le confirme, mais j'ai pas recouper l'information, parce que pour publier quelque chose, il faut le recouper. Et le fait d'expliquer cet artisanat-là du journalisme, pourquoi on publie une information, pourquoi telle info, on la publie pas à tel moment parce qu'elle n'est pas recoupée, ça aussi, en fait, montrer notre métier et le faire entendre, ça permet, je pense aussi, de retisser un lien de confiance avec les gens en leur montrant comment on fonctionne. C'est-à-dire, il peut y avoir un épisode, et c'est peut-être dans chaque épisode, j'ai failli tomber dans le panneau, en fait, c'est ça. J'ai failli tomber dans le panneau. J'ai failli tomber dans la fake news, on va dire, moi aussi, en tant que journaliste. Tout à fait. Ça, vous pouvez le raconter. Ça peut tout à fait se raconter. Mais effectivement, je pense que sur beaucoup de sujets d'actualité en ce moment, y compris sur les plus inflammables, comme le conflit israélo-palestinien, on a ce besoin-là aussi d'expliquer, en fait, comment on travaille, pourquoi on fait tel ou tel choix de termes, comment on les prend, ces décisions-là, qu'est-ce qui préside à ces choix-là. Et je pense effectivement que le podcast est un format qui se prête beaucoup à ça, quoi. On voit là les chiffres, 18 millions d'écoutes, toutes plateformes confondues, 1,5 million d'écoutes mensuelles en moyenne. Tout à fait, ouais. En octobre, ces chiffres de la CPM, plus de 30% d'abonnés, toutes plateformes confondues. C'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a des spin-offs possibles, ou est-ce que l'idée c'est d'encore faire grandir le parc d'abonnés? C'est quoi la suite pour les podcasts au monde?
Alors des spin-offs, c'est pas des spin-offs, mais il faut quand même parler des 2 autres podcasts qui existent dans notre offre et qui sont en plus sur des domaines assez complémentaires à l'heure du monde. Donc il y a Chaleur humaine présenté par Nabil Wakim sur des thématiques liées au changement climatique. Et puis on a également le goût de M où des personnalités nous expliquent leur goût dans un côté plus lifestyle. Donc ça c'est notre parc sur voilà, des thématiques qui se complémentent bien. Et alors des spin-offs, ce qu'on essaie de faire nous en ce moment, si vous voulez, c'est de briser un petit peu la monotonie de un épisode un jour et de construire des mini-saisons de 5 épisodes autour de séries d'été par exemple qu'on pourrait adapter ou autour de thématiques qui peuvent tenir sur des mini-saisons un peu à la Netflix. Pour les binger. Exactement, et qui présente le double avantage. De pouvoir se mettre sur un feed à part et donc de créer un spin-off avec un mini podcast qui peut s'écouter. Et aussi de remplir aussi une semaine par exemple de vacances, de période de vacances scolaires dans l'heure du monde. On met une saison de 5 épisodes sur une semaine et ça rompt un peu la monotonie de la quotidienneté comme ça. Voilà, ça a permis de faire des longs voyages en voiture par exemple. Exactement. En écoutant le podcast. Merci beaucoup Jean-Guillaume, merci beaucoup d'être venu nous parler de l'heure du monde et puis rendez-vous ce soir pour... Alors c'est quoi ce soir le C'est l'automobile. C'est sur l'automobile. Mais c'est demain matin. Et c'est demain matin. C'est programmé ce soir. Il est programmé ce soir. Pour 5h du matin demain. Et vous lèverez pour l'écouter à instant, j'imagine. Et on s'abonne sur toutes les plateformes. Merci beaucoup, Jean-Guillaume.